Le faux self, c'est un terme que vous m'avez souvent entendu utiliser dans mes vidéos pop culture et psycho quand je vous parle de Winnicott. On m'a demandé de l'expliquer un peu plus parce que c'est vrai que je l'utilise souvent sous plusieurs angles et en fait, sous mes vidéos, on me pose des questions du style: «Est-ce que le faux self, c'est la même chose que le masking? Est-ce que c'est le fait de ne pas être authentique? Est-ce que c'est le fait de se cacher pour, être accepté par les autres?» Je vais essayer de vous expliquer ça de manière un peu plus, prononcée, un peu plus précise aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que faux self, c'est la traduction. C'est un terme qui est très largement utilisé aujourd'hui. On le retrouve beaucoup dans les discours cliniques, mais aussi dans tout ce qui est, usage plus populaire, on va dire ça comme ça. Effectivement, dans le langage courant, on utilise cette expression pour le fait de porter un masque social, de ne pas se sentir vraiment soi-même ou l'impression d'avoir, un rôle que l'on joue dans notre vie et de ne pas être vraiment authentique dans notre existence. C'est pas une lecture complètement fausse, mais c'est une lecture un petit peu éloignée de ce que Donald Winnicott, parlait quand il a créé ce concept. En fait, dès les années 60, hein, il parle du, true and false self, le vrai self et le faux self. Chez Winnicott, la question, c'est pas vraiment la question de l'authenticité. En tout cas, c'est pas la question centrale. Pour lui, il s'agit vraiment de quelque chose qui est plus discret et en même temps beaucoup plus fondamental. Il s'agit de la manière dont un sujet en arrive à se sentir réel, à se sentir continu, à se sentir auteur de son expérience. Pour commencer, parce que forcément là je vous donne une explication qui à mon avis vous fait vous poser plein de questions, on va déjà commencer par ce que c'est que le vrai self. Le vrai self chez Winnicott, ce n'est absolument pas l'idée d'une identité intérieure, d'une personnalité profonde, qu'il faudrait révéler, voilà, quelque chose qui est caché et qu'il faudrait découvrir. Le vrai self, c'est une expérience. C'est une expérience très précoce, c'est une expérience de spontanéité. Au début du développement, quand on est un tout petit bébé, si l'environnement est suffisamment ajusté aux besoins du bébé, ce que Winnicott appelle l'environnement suffisamment bon, alors les gestes, les affects et tous les mouvements internes de l'enfant vont rencontrer une réponse qui donne de la place. Voilà. Et peu à peu, quelque chose se construit à partir de ça. L'enfant, il va éprouver le fait que ce qui vient de lui a une continuité dans le monde. Il n'est pas seul au milieu de nulle part, il existe dans un environnement, il existe en interaction avec le reste du monde et de tous les habitants du monde, et c'est un travail, encore une fois, d'interaction. Ce qui vient de lui poursuit à l'extérieur de lui aussi. Et c'est ça chez Winnicott qui participe à la constitution du sentiment d'exister. Le faux self, c'est un autre contexte. C'est pas l'opposé du vrai self. Dans des situations où l'environnement ne répond pas de manière suffisamment ajustée, alors c'est pas forcément, un environnement traumatique, ou un environnement, qui fait du rejet massif des besoins du nourrisson, hein. C'est simplement pas parfait. Dans cet environnement, enfin, dans ces circonstances-là, l'environnement n'accueille pas suffisamment la spontanéité de l'enfant et donc l'enfant, quand il grandit, il apprend progressivement à s'ajuster à tout ce qui est attendu de lui. Il ne va pas s'organiser que à partir de ses propres états internes, il va aussi s'organiser et se développer à partir des réponses qu'il doit apporter, en fonction de ce que l'environnement lui demande. Pourquoi? Pour pouvoir maintenir du lien. C'est dans ce mouvement-là que le faux self se construit. Donc pour Winnicott, encore une fois, on parle des années 60. Pour Winnicott, le faux self, c'est une organisation défensive, c'est-à-dire que c'est une fonction qui cherche à protéger le vrai self et à assurer sa continuité en lien avec l'extérieur, parce qu'il faut qu'on soit en lien avec le monde autour de nous. Quelque chose de très important à préciser ici, le faux self, ce n'est pas pathologique, ce n'est pas un problème. Pour Winnicott, le faux self a une fonction qui est indispensable. On a tous un faux self. Tout simplement parce que dans la vie sociale, on s'adapte constamment. On va s'adapter au contexte, on va s'adapter à notre interlocuteur, on va s'adapter
à des milliers de règles implicites qui dépendent de notre éducation, du contexte, de la personne, de la situation dans laquelle on est, et cetera, et cetera, et cetera. On les a intégrées, on s'en rend même plus compte. Cette capacité d'adaptation, ce faux self donc, heu, est déjà présent et nécessaire chez tous les humains puisque nous sommes des animaux sociaux, que nous devons vivre en société. Donc en gros, tout ce que l'on fait qui relève des conventions sociales, Winnicott va rapprocher ça du faux self dans une forme la plus basique, la plus ordinaire. Bien sûr, ce n'est pas que ça le faux self, les choses deviennent plus complexes quand cette organisation-là, en fait, elle prend une place trop importante. Quand, en fait, on est dans la suradaptation. Quand l'adaptation, ce n'est plus juste quelque chose qui vient ponctuer la vie psychique, mais c'est quelque chose qui devient le mode dominant de notre vie psychique. Dans des situations cliniques comme celle-ci, ce qu'on entend des personnes concernées, c'est rarement une expérience où elles diraient: «Je porte un masque». Non, ces personnes-là, ce dont elles vont nous parler, c'est qu'elles ont de la difficulté à savoir ce qu'elles veulent, qu'elles ont l'impression, oui, que tout va bien dans leur vie techniquement, elles fonctionnent bien, le quotidien va bien et pourtant elles se sentent pas en adéquation, elles se sentent pas impliquées, elles n'ont pas de sens. Il y a une impression très souvent de décalage. Décalage avec leur propre vie, décalage avec les attentes extérieures, une difficulté à se sentir pleinement soi. C'est là que Winnicott va introduire dans son concept une distinction qui est très importante entre les différents degrés du faux self. Parce que d'un côté, on a les formes d'adaptation qui relèvent de la vie sociale ordinaire, de l'autre côté, on a des organisations envahissantes. Dans ces situations-là, l'expérience subjective se met vraiment en retrait et la seule chose qui compte, c'est être adapté. Ce qui est important et je pense intéressant, c'est de recontextualiser tout ça dans un contexte beaucoup plus large. Parce que d'un point de vue culturel, la société contemporaine a vraiment investi de manière très forte la question de l'authenticité. Je pense à des auteurs comme, comment il s'appelle? Charles Taylor. Heu, je me souviens qu'il a mis en avant dans son bouquin le fait que l'authenticité est devenue une injonction. On a l'obligation d'être soi-même, ce qui est complètement antinomique, heu et pourtant c'est devenu la norme. Être soi-même, c'est-à-dire être, différent des autres est devenu la norme, ce qui est complètement paradoxal. Il y a Erwin Goffman aussi, qui a vraiment mis en avant le fait que les individus sont perpétuellement dans l'ajustement. Ils doivent perpétuellement, nous, vous, tout le monde, porter une attention accrue à notre présentation de nous-mêmes dans toutes nos interactions sociales. Winnicott, lui, il va pas travailler exactement sur ce plan-là. Il ne s'agit pas du tout dans ses textes de décrire des rôles sociaux. Il s'agit de comprendre comment le sentiment d'exister du sujet va se créer et va se constituer en profondeur. Dans cette perspective-là, dans ce contexte-là, le travail thérapeutique, il ne consiste absolument pas à supprimer l'adaptation de la personne. Il ne consiste absolument pas à chercher une identité cachée qui ne se serait jamais dévoilée. Non, c'est vraiment autre chose. On va plutôt regarder la possibilité de retrouver l'accès du sujet à son expérience subjective. Il s'agit de restaurer progressivement cet accès à ce qui se vit intérieurement, accès à nos affects, accès à nos désirs, accès à tous nos mouvements internes qui souvent sont discrets mais qui sont essentiels en fait à notre existence. Dans cette logique-là, Winnicott introduit aussi l'idée du jeu, J-E-U, le fait de jouer. Je vous en ai souvent parlé, je refais une petite parenthèse. Pour lui, le jeu, c'est un espace dans lequel le sujet va pouvoir expérimenter quelque chose de lui, dans une forme qui n'est pas contrainte, dans une forme qui n'est pas dangereuse et qui est vivante. Dans mon travail professionnel, et clinique, j'utilise
vous l'avez peut-être remarqué, parfois l'expression «moi profond», tout comme, dans mes modules, d'autothérapie, j'ai pu vous parler de créativité ou d'enfant intérieur. Tout ça, donc ces modules, vous les retrouvez sur mon site. Ils se veulent un petit peu théoriques et surtout pratiques. Ce sont des modules pas à pas pour vous accompagner sur votre chemin thérapeutique en parallèle ou en dehors d'un processus accompagné par un professionnel. Cette formulation-là, quand je parle de moi profond ou d'enfant intérieur ou de créativité, ce sont des formulations pédagogiques qui s'inspirent plus ou moins des théories, notamment winnicottiennes, parce que ce sont des théories qui me parlent énormément. Mais ces formulations-là, elles me servent simplement à désigner cette idée d'un rapport plus direct et plus vivant à l'expérience intérieure. Ce ne sont pas des formulations purement psychanalytiques et encore moins des formulations purement winnicottiennes. Donc pour conclure, le faux self chez Winnicott, ce n'est pas un masque social, ce n'est pas un manque d'authenticité. C'est la manière que va trouver le psychisme d'un sujet pour que ce sujet puisse s'adapter à son environnement, tout en préservant tant que possible sa continuité interne. Donc en clinique, il ne faut jamais envisager de supprimer le faux self, ce qui serait juste impossible ou du moins particulièrement problématique pour l'individu. Il s'agit de le conscientiser, parce qu'en fait, quand on conscientise notre faux self, on ne le supprime pas, mais on redonne de l'espace au vrai self. En des termes un peu plus psychologiques, la psychanalyse, elle va permettre de réaménager ce qu'on appelle l'économie psychique. Vous avez, un psychisme vaste et complexe. S'il y a douleur, c'est que, l'équilibre n'est pas là. Il s'agit de retrouver un équilibre pour que l'expérience subjective, c'est-à-dire votre expérience à vous en tant que sujet, puisse progressivement retrouver une place qui soit plus habitable. Ça n'a donc rien à voir avec les choses que, de manière très consciente, on s'impose pour survivre dans un environnement donné. Ça n'a rien à voir non plus avec les techniques d'adaptation, que, certaines, neuroatypies, par exemple, peuvent présenter. Mais ça, on peut en parler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Bye bye.